Une petite présentation rapide d'Anne-Marie Petitjean pour commencer cette séance, potentiellement la dernière du séminaire cette année, peut-être l'avant-dernière. Donc dans la suite de la séance de la dernière fois, on avait reçu Françoise Lavocat. C'est encore dans une perspective assez littéraire aujourd'hui qu'il va être question de la performativité des fabulations. Bonjour. Donc Anne-Marie Petitjean est professeure des universités en littérature française des 20e et 21e siècles et en création littéraire à Cergy Paris Université. Elle est membre senior de l'Institut universitaire de France, spécialiste de recherche-création littéraire, d'épistémologie de la création littéraire, des théories de la littérature ainsi que d'écriture et de littérature numérique. Elle est notamment l'autrice de La littérature par l'expérience de la création aux presses universitaires de Vincennes en 2023 et de La littérature stéthoscope aux éditions Le Manuscrit en 2024, co-dirigée avec Sylvie Brotillac. Responsable d'une formation d'initiation à la médecine narrative, c'est précisément de cette fonction médicale, thérapeutique peut-être, de la performativité des récits qu'elle va maintenant nous parler dans sa communication intitulée « Que nous dit la médecine narrative de la performativité des récits ?» Anne-Marie, c'est à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup David Simona, je suis très heureuse de faire partie de ce séminaire Homo Fabulator. Alors pour répondre à la question centrale de ce séminaire concernant la propension de l'Homo Fabulator non seulement à raconter, peut-être à se raconter des histoires, mais à prendre ces affabulations pour la réalité, si j'ai bien compris, l'objet du séminaire, je vais donc m'attacher au courant de pensée de la médecine narrative comme d'un courant particulièrement propice à interroger l'efficience effective du récit sur le réel de nos vies. Alors s'il s'agit en effet d'identifier le moment où on va dire le tissu des histoires que l'on se raconte est susceptible de se déchirer, c'est sans doute le moment de l'accident de santé, de la défaillance soudaine du corps ou de l'esprit d'ailleurs, ou encore de l'annonce de la mort qui est le plus susceptible en fait d'apparaître à la conscience comme le moment où se remettent à leur place, ou en tout cas à des places distinctes, la fiction et la réalité. Et c'est sans doute aussi le moment où l'on peut le mieux jauger de ce que l'on peut éprouver de la qualité performative d'un objet langagier, en l'occurrence qui réalise l'action soignante par le fait même de son énonciation. Pour cela avoir défini cette idée de performativité. Donc l'action soignante, parce que c'est bien de soins dont il va s'agir ici, à la fois de contexte de soins, d'acteurs du soin, soignés et soignants, et de compétences à développer dans ce moment du soin dont parle en particulier Frédéric Worms. Compétences qui font se rejoindre des disciplines et des domaines d'exercice, littérature, médecine, qui n'ont cessé de s'écarter tout au long de l'époque moderne, tout en gardant certainement la mémoire d'une antique conjonction perspective. Alors je vais décrire la manière dont le mouvement de la médecine narrative, qui est actuellement vraiment en plein développement en France, et qui est un véritable courant de pensée plus large dans ses ambitions critiques que le simple protocole d'atelier d'écriture qu'il suppose cependant. Donc comment ce mouvement de la médecine narrative amène à réfléchir à la prégnance dans nos vies et sans doute la valeur existentielle du récit. Alors pour cela, partons des principes énoncés d'abord par Rita Charon et voyons comment ils résonnent à la fois dans la pensée des humanités médicales et dans la pensée d'une littérature relationnelle. On commence par cette première entrée que j'appelle « Muscler sa compétence narrative, le crédit d'une fable myologique ». Le principe de la médecine narrative, les principes ont été formalisés au début des années 2000 dans les écrits de Rita Charon, médecin à Columbia University, et également d'ailleurs docteur ès lettres. Elle est en particulier titulaire d'une thèse sur Henry James. Ça n'est pas rien de penser qu'elle a une thèse sur Henry James, celui qui a affirmé « c'est l'art qui fait la vie ». Donc ces principes de la médecine narrative sont en particulier
énoncé dans son ouvrage Narrative Medicine, sous-titré Honoring the Stories of Illness. Illness, pas disease, illness. Ces principes ont ensuite été articulés en parcours de formation, dont un master qui s'appelle le Narrative Medicine Master of Science Program à Columbia et qui forme des enseignants de médecine narrative à l'international. Alors il faut noter que la médecine narrative qui se développe en France comporte aussi ce souci de la formation. C'est d'ailleurs un apport décisif pour la formation des étudiants en médecine de 4e année. C'est comme ça que la médecine narrative est apparue en France, sous la direction de François Groupie à l'Université Paris-Descartes en 2009. Et il y a à présent non seulement des ateliers de médecine narrative qui font écrire dans différents contextes, alors dans les formations PASS, dans les instituts de formation en soins infirmiers, dans les structures hospitalières, dans les EHPAD, dans les associations de patients, au SAMU social de Paris avec Roberto Poma en particulier, mais aussi et surtout une articulation à des parcours de formation pour ceux et celles qui vont animer les ateliers. Donc il y a ce volet de formation de ceux qui conduisent les ateliers. Et c'est le cas en particulier pour le DU de Bordeaux, en partenariat, le DU de Bordeaux avec Isabelle Galichon, en partenariat avec la chaire de philosophie à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, de Cynthia Fleury, ou encore des initiatives de Christian De Lorenzo et Jean-Marc Bellette au CHIC, au Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Et c'est également le cas de la formation que je porte à Cergy, dont je vous ai dit un mot là, et qui initie les participants à la médecine narrative, non seulement en la faisant pratiquer pour soi, mais également en encadrant la conception et la conduite d'atelier pour faire écrire les autres. Les autres, tous les autres, tous soignants, c'est comme ça que le dit Michel Lévy-Soussan régulièrement, et ça m'a toujours fait penser aux tous écrivants, du GFEN à destination des animateurs d'ateliers d'écriture. Il y a une idée du tous là qui est absolument intéressant à remarquer. Or, pour remonter aux origines du modèle, qui désormais s'adresse à tous, soignants et soignés et accompagnants, il faut bien prendre en compte qu'il naît dans le cabinet du médecin et qu'il désigne très clairement une faille ou un besoin, d'abord dans la communauté professionnelle des médecins, qui s'est sans doute éloigné des grands médecins humanistes lettrés de la génération antérieure. Je vous invite à lire un article là-dessus de Nicole Skinazi-Teboul. Ça s'appelle « Le retour du médecin aux humanités oubliées » ou « L'humanité oubliée ». C'est en ligne. Alors, c'est ce que nous rapporte Rita Charan vraiment dans les débuts de la formalisation de son modèle, en parlant de cette grande frustration du médecin, saisi par la conscience de ne pas être en mesure de recevoir, comme il pense devoir le faire, les histoires de ses patients, dans le temps de la consultation, pressé qu'il est par l'urgence absolument endémique de sa profession. Et Rita Charan renverse la perspective en truffant chacun des chapitres de son ouvrage d'histoires marquantes, récoltées au fil de sa carrière, et qui font et disent sa conception de la relation patient-médecin, ce qu'elle cherche à transmettre d'abord à ses internes comme un élément indispensable de leur formation. Alors le caractère marquant du récit, parler de récit marquant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça mérite vraiment d'être interrogé, cette idée de récit marquant. C'est ce que je fais actuellement dans un séminaire que je porte et qui est un séminaire en ligne et où Sylvia Rossi est venue nous en parler récemment. Dans les exemples qui sont portés à notre connaissance par Rita Charan, se lisent quoi donc? Eh bien l'émotion, la peine, l'indignation, mais aussi l'émerveillement et peut-être une certaine forme de sidération pour l'apport soignant, quasi magique, de l'écoute empathique. Il s'ensuit comme une évidence l'intérêt professionnel pour être un bon médecin de muscler sa compétence narrative. Voilà pourquoi mon titre. Il s'agit donc en effet de placer au centre de la formation médicale, c'est une citation, une compétence narrative permettant de reconnaître, d'absorber, d'interpréter les histoires de maladie et d'être ému par elles. Voilà donc pourquoi j'avance l'expression de fable myologique, de musculaire, si vous voulez, en pointant le fait que l'atelier
de médecine narrative vise moins le pansement, le soin direct, le bien-être ou la guérison même, qu'elle ne sollicite en fait un entraînement régulier, intensif, pour capter, alors on va rester dans l'imagerie organique, la substantifique moelle d'un récit rapporté, et tirer les éléments, en tirer un enseignement pour le bien soigner. Alors ce bien soigné, alors pensé comme profondément relationnel, est fondé non tant sur la confiance elle est éventuellement aveugle, hein, que sur la compréhension, alors compréhension, compréhendere, le fait de prendre ensemble, et évidemment la mise en récit assure ce compréhendere, cette compréhension. L'essentiel de la prise en charge d'une personne malade est de comprendre ce qu'elle vous dit, affirme Rita Charon. Voilà, c'est un problème que de comprendre ce qu'elle vous dit. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle va chercher cette citation que je vous ai mise, qui est une citation d'Elie Wiesel, et qu'elle met en exergue d'un chapitre d'un autre ouvrage qu'elle a coordonné, qui s'appelle Principes et pratiques de la médecine narrative. Je trouve ça très très parlant qu'elle a cherché cette citation chez Elie Wiesel. Ce n'est pas parce que je ne peux pas l'expliquer que tu ne comprendras pas. C'est parce que tu ne comprendras pas que je ne peux pas l'expliquer. Donc cet entraînement de la compétence narrative passe à la fois par la lecture de textes littéraires et par l'écriture créative, en privilégiant les récits à la première personne. Voilà donc pourquoi je situe les ateliers de médecine narrative comme un cas particulier des ateliers d'écriture créative, que l'on peut classer donc au rang des littératures d'intervention. C'est une typologie faite par Alexandre Geffen dans l'idée de littérature, et qui me paraissent plus à même que d'autres d'acter donc une performativité de la littérature dans le champ social. Ces ateliers tirent donc leur légitimité du fait qu'ils participent au care, au prendre soin, aussi bien d'ailleurs des individus que des organisations sociales, et relèvent d'une agentivité effective dans le contexte de soins. Passons maintenant à notre deuxième fable, après la fable myologique, la fable métronomique. Régler des allures de vie, la valeur de la fable métronomique. La mesure de la performativité, le fait de la mesurer, s'avère vraiment une question absolument décisive pour l'implantation de la médecine narrative dans les structures de santé, permettant d'aller éventuellement recevoir l'aval décisif de la haute autorité de santé. C'est un des enjeux des rencontres qui ont lieu régulièrement au Columbia Global Center de Paris et qui comportera une session publique le 23 juin. Notons qu'un engagement institutionnel à accueillir la médecine narrative, peut-être à l'accueillir ou à s'en emparer, n'est pas une mince affaire, surtout pour un modèle qui est venu des États-Unis et d'un système de santé qui est donc profondément différent du nôtre. Ce caractère institutionnel pose un vrai problème pour la transposition. Aussi faut-il faire une remarque et passer un peu de temps là-dessus sur l'épistémologie des connaissances qui sont mobilisées par cette approche, qui est une approche délibérément scientifique de la médecine. La recherche de données probantes pour convaincre les praticiens des secteurs de la santé du bien fondé des principes de la médecine narrative ont déjà conduit à plusieurs études. Je vous ai mis les références de quelques-unes sur la diapo, qui ont été menées donc avec des méthodologies absolument classiques de la mesure d'un avant-après des interventions en médecine narrative. Et l'on trouve également dans la littérature grise en anglais beaucoup d'articles qui mènent des études de réception ou des revues de littérature d'ailleurs en posant une distinction ferme entre narrative medicine et evidence-based medicine. Si bien que faire des études cliniques selon des méthodologies classiques au sujet d'un modèle profondément alternatif, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et la question d'une méthodologie renvoie très distinctement à l'épistémologie de la médecine et à la manière dont elle construit les connaissances. Une fois qu'on a fait ce constat-là, à la fois du problème de la mesure et du fait qu'on puisse difficilement s'en passer pour convaincre les médecins du bien fondé de cette médecine alternative, il faut aller un petit peu plus loin sur cette construction des connaissances en médecine. Donc je suis allée chercher
Georges Canguilhem, et en particulier ses études rassemblées sous le titre « La connaissance de la vie ». Alors on y trouve une discussion qui est bien connue, qui est souvent référencée, la distinction entre le normal et le pathologique. Alors non que Canguilhem soit antinormatif, mais il associe la norme à celle de valeur. C'est important dans son système de pensée. Alors valeur, il l'explique très clairement comme étant clairement à référencer au valere latin, hein, c'est-à-dire se porter, hein, valere, voilà, se bien porter. Voilà, et donc il la désengage vraiment, cette perspective, d'une loi générale ou d'un système de propriété qui fonderait une mesure des irrégularités. Donc on est en train de voir là, que Canguilhem, en fait, il pose sa philosophie du normal et du pathologique vraiment pour contrebalancer ce que Claude Bernard va faire avec sa méthode expérimentale. Hein. Donc une citation de Canguilhem: trop souvent, les savants tiennent les lois de la nature pour des invariants essentiels, dont les phénomènes singuliers constituent des exemplaires approchés mais défaillants à reproduire l'intégralité légale supposée. Dans une telle vue, le singulier, c'est-à-dire l'écart, la variation, apparaît comme un échec, un vice, une impureté. Alors, ce qu'il dit là, en fait, n'est pas non plus résolu dans l'après-Canguilhem. Hein. Si on va voir ce qui se passe après lui, en particulier chez Christopher Bourse, on voit que ce qu'il avance de la mesure biostatique de la variation, il le fait en utilisant systématiquement la courbe de Gauss. Vous voyez ce que c'est mathématiquement, hein, avec cette idée de, non pas d'une norme qui soit une mesure stricte, mais qui soit un champ de variation. En fait, ne résout pas le problème. Le problème de la mesure, en fait, revient aussi dans l'après-Canguilhem avec cette utilisation systématique de la courbe de Gauss. Alors, voyons un petit peu plus loin ce que nous dit vraiment Canguilhem. Pour lui, il n'y a pas de définition possible de la santé et de la maladie sans s'en référer à l'expérience intime du sujet. Le pathologique, donc, n'est pas réductible à la lésion, par exemple, mais il est rapporté à un sentiment négatif d'un sujet souffrant. Le pathologique, on peut le séparer, le patho, plus loin, logique, est un logos. C'est un discours tenu sur la souffrance, ou plutôt pathos, c'est ce qui est éprouvé. Donc voilà, on voit ainsi que comment le récit est à même de faire surgir cela. Hein. Alors il dit encore, quand un individu commence à se sentir malade, à se dire malade, à se comporter en malade, il est passé dans un autre univers, il est devenu un autre homme. Mais on voit bien que c'est ça qui va permettre de distinguer le pathologique. Hein. C'est ce sentiment interne qui est un sentiment profondément négatif, hein, du sujet souffrant, mais c'est en fait ça qui va pouvoir dire qu'on est dans un schéma pathologique. Alors ce sentiment de la maladie, il dit encore ce sentiment de la vie réduite, reste donc à exprimer depuis l'intérieur d'une expérience. Le terme est vraiment très important dans la philosophie de Canguilhem. Et Canguilhem y associe une expression décisive qui est la fameuse allure de vie, que je vous ai mis donc dans le sous-titre de cette partie. Donc il dit encore, la maladie, l'état pathologique ne sont pas perte d'une norme, mais allure de la vie. Allure de la vie réglée par des normes, donc elles sont là, les normes, hein, il ne les a pas écartées, réglées par des normes vitalement inférieures ou dépréciées, donc on est bien dans le sentiment négatif, hein, du fait qu'elles interdisent aux vivants la participation active et aisée, génératrice de confiance et d'assurance, à un genre de vie qui était antérieurement le sien et qui reste permis à d'autres. Voilà ce qu'il entend donc pour la maladie. Hein. C'est une allure de vie particulière et qui doit être réglée différemment. Alors, dans le déroulement de sa réflexion, après avoir montré comment la notion de milieu,
qui est très très important dans sa pensée. Hein. La notion de milieu, elle est passée dans l'histoire longue des idées du champ de la mécanique, en fait, à celui de la biologie. Il montre combien la manière d'interagir avec un milieu, que l'on construit progressivement comme sien, voilà ce qui va définir la santé, hein, c'est que le milieu et l'interaction avec le milieu va être conçu comme familier et comme étant son milieu, son espace. Tout cela procède d'une conception en fait très processuelle de la vie en termes de dynamique. D'ailleurs, il dit la vie est expérience, c'est-à-dire improvisation, utilisation des occurrences. Elle est tentative dans tous les sens. Voilà, profondément dynamique et profondément liée à de l'improvisation. Je trouve ça magnifique de penser cela. Alors, en termes de dynamique, mais aussi en termes d'équilibre, et d'équilibre qui se joue à l'intérieur des êtres vivants. Moi, je pense d'emblée au récit d'Olivia Rosenthal, je vais vous en reparler après, qui s'appelle « Une femme sur le fil » et qui tisse de manière littéraire cette question de l'équilibre qui se joue à l'intérieur des êtres vivants. Donc il dit encore, une altération dans le contenu symptomatique n'apparaît maladie qu'au moment où l'existence de l'être, jusqu'alors en relation d'équilibre avec son milieu, devient dangereusement troublé, trouble dans l'équilibre. Ce qui était adéquat dans l'organisme normal, dans ses rapports avec l'environnement, devient pour l'organisme modifié inadéquat ou périlleux. C'est la totalité de l'organisme qui réagit catastrophiquement au milieu, étant incapable de réaliser les possibilités d'activité qui lui reviennent essentiellement. Possibilités, donc la capacité, c'est absolument essentiel hein, également dans sa pensée. Alors, si on fait le point, si on accepte de penser avec lui, avec Georges Canguilhem, que le pathologique est une autre allure de vie qui demande à celui qui souffre, comme à son médecin, et à celui ou celle qui l'accompagne, de régler son allure, de régler les allures de chacun de ces acteurs du soin sur un rythme différent de celui précédemment connu, alors l'exercice du récit et de la lecture de texte, qui rapporteraient des allures de vie littérairement, deviennent donc là des outils de régulation. La santé est précisément et principalement chez l'homme une certaine latitude, un certain jeu des normes de la vie et du comportement, dit Canguilhem. Et on voit bien comment un tel jeu des normes n'est pas strictement opposé à la mesure, mais il faut la penser peut-être autrement, la mesure. Hein. Elle participe là d'une opération de réglage, elle sert à quelque chose, du coup, la mesure. On peut penser à la musique et au métronome. C'est pour ça que je vous parle de fable métronomique. Le métronome permet de caler le rythme, le diapason permet de caler l'harmonie. Évidemment, il ne fait pas la musique, il ne fait pas la symphonie. Allons-y pour notre troisième fable. Pardon. Je ne sais pas si vous avez bien vu les diapos. Donc la troisième fable, c'est la fable paréidolique. Écrire l'indicible, les pouvoirs d'une fable paréidolique. Alors quelle valeur, donc on reprend ce terme de valeur à Canguilhem, hein, au sens de Canguilhem, quelle valeur donner au récit, non seulement de défaillance ou de maladie, mais de fin de vie. Alors là, je vais plonger dans le littéraire et regarder ce que fait Mathieu Simonet. Alors Mathieu Simonet, il connaît très bien les récits qu'un atelier de médecine narrative peut faire produire chez des participants de tous horizons. Il en fait régulièrement. C'est un écrivain qui est spécialiste des dispositifs à grande échelle pour faire écrire, montant des projets poético-politiques qui n'oublient ni l'intime des vies individuelles, ni les enjeux citoyens et d'ailleurs politiques des écrits, voire des cris publics. Hein, il a par exemple fait écrire sur les directives anticipées avec Michel Lévy-Soussan et Serge Perrault, qui sont deux médecins. Dans son ouvrage La fin des nuages, auquel il aime d'ailleurs adosser ses ateliers, il allie une réflexion critique sur le statut juridique des nuages. C'est un ancien avocat, Mathieu Simonet, et en particulier le scandale pour lui du droit
des pays à manipuler les nuages, hein, éventuellement à faire pleuvoir. Donc il mêle ceci, cette espèce de combat pour un statut juridique des nuages, à un récit profondément autobiographique, très intime, sur le décès de son mari, Benoît, et du dernier désir de celui-ci de voir les nuages une dernière fois avant de mourir. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la description d'un protocole d'atelier, là je vais surtout en voir les enjeux, et j'aimerais du coup me pencher un petit peu plus sur l'idée de relier le travail de l'atelier de médecine narrative à une expérience de pareidolie, le crayon à la main. Donc pareidolie, on regarde les nuages, on y voit des formes. Vous avez tous fait ça quand vous étiez enfant, peut-être même encore maintenant. Le fait de scruter les nuages pour y déceler des figures et les rendre partageables par la parole écrite, adressées à l'autre, l'autre par excellence, Benoît en l'occurrence, ou adressées à la communauté. On voit bien qu'il y a une espèce d'engagement très fortement politique dans cette perspective. Tout cela me paraît tout à fait éloquent pour faire comprendre en fait ce qui se joue dans un atelier de médecine narrative. C'est une belle analogie, une belle image, mais à prendre au pied de la lettre, voilà, la fable est performative. Hein. On y voit une recherche d'expression de ce que l'on pense dans les nuages être le seul ou la seule à voir. Dans l'expérience de la maladie et du deuil, la même chose. Il y a la recherche de cette expression de ce que l'on pense être seul à voir. Et en même temps, il y a recherche de partage de cette expérience par le récit écrit. Donc c'est là scruter le ciel pour... Alors ça c'est une expression de Luba Jürgenson qui dit figurer l'infigurable. Elle dit encore, à travers l'indicible, le langage s'énonce au-delà de lui-même, vers cette zone d'obscurité que nous avons besoin de lui reconnaître. Et elle situe d'ailleurs dans une histoire des esthétiques fracturée par l'histoire avec un grand H, évidemment, en particulier par la Shoah, la notion phare d'indicible. Elle parle de béance dans la continuité du monde et tentative de représentation, dit-elle, masquée par l'écran de l'incompréhensible. Voilà, il y a de ça dans la fin des nuages. Mais il y a un enjeu performatif de la mise en texte qui est très très clairement explicité dans le texte, dans la lettre du texte, et vous envoyez la citation sur cette diapositive. Elle est vraiment, cet enjeu performatif est placé sous l'égide de la trace laissée par les morts. Écrire est parfois la seule option qui s'offre à nous. C'est finalement toujours la même histoire, bouleversante, universelle, ce besoin de ne pas oublier les morts, de les raccrocher au réel, par un livre, par une plaque, pour les rendre éternels. Alors j'ai envie de réfléchir à cette idée de trace-là, qui est un peu un serpent de mer. Hein, voilà. Il y a une espèce d'assurance de traces mémorielles qui est souvent brandie comme l'enjeu ultime de la production d'écrits en atelier de médecine narrative, évidemment dans le secteur des soins palliatifs en particulier. L'idée qu'il s'agisse non seulement de narrer, mais d'écrire, justifie en fait de dire qu'il y a là recherche de qualité de pérennité et également de transmission post-mortem possible. Mais alors se trouve inévitablement posée la question de ce que produit cet écrit sur la souffrance du scripteur. Alexandre Geffen pose cette alternative, réitération de la douleur ou écriture de la guérison. Alors les auteurs qui ont écrit sur la mort ont répondu très différemment au sujet de cette alternative. Notamment Annie Ernaux, qui assimile l'écriture à un couteau, vous le savez, hein, l'écriture comme un couteau qui tranche dans le vif des expériences et de la mémoire, ou encore Philippe Forest, qui est vraiment un fervent opposant à la notion de résilience en littérature, et qui affirme la vraie littérature, je ne sais pas ce qu'elle est fausse, mais en tout cas la vraie littérature ne répare rien du désastre de vivre.
Donc il n'y a pas consolation des mots. Pour lui, vraiment, c'est un quiproquo majeur que de penser vertu thérapeutique du récit. Alors Alexandre Geffen, comme d'ailleurs Dominique Rabaté ou encore Pierre-Louis Faure, note dans le foisonnement vraiment important de la production littéraire sur la mort, celle justement qu'on peut mobiliser à juste escient dans un atelier de médecine narrative. Et il parle donc d'une interrogation aiguë sur les pouvoirs de l'écriture et les conditions de possibilité d'une guérison de l'auteur ainsi que d'une salvation de la mémoire du défunt. Donc là, on arrive à l'idée du tombeau littéraire, évidemment, qui correspond, on le sait, à une longue tradition et qui a tendance même à emporter, on va dire, dans son maelstrom l'ensemble de la littérature, l'ensemble du geste d'écriture déjà, et l'ensemble de la littérature comme un monumentum. Alors, Daniel Salnave parle de don des morts, mais là, il s'agit aussi, chez Mathieu Simonet, de don aux morts. Philippe Forest, lui, parle d'ailleurs très très justement et très précisément du tracé dans la cendre et la poussière, et encore du geste de graver dans le marbre de la stèle funéraire. Il dit ceci: chaque inscription est une épitaphe disant le passage de celui qui la trace. Alors, je ne vais pas aller très loin dans la référence, mais on voit bien là que la référence, elle est déridienne. C'est la trace qui invite à faire le lien avec la pensée de Derrida, qui fait de l'archi-écriture un point vraiment d'origine du sens. On ne va pas aller plus loin dans ce cheminement de la référence à la trace déridienne, parce que les écrivains et les littéraires en général sont plutôt attachés à la référence à Blanchot et à l'espace littéraire, qui vraiment prévaut dans ces références de la trace, là, qui mobilise l'idée d'une déréalisation constitutive de la représentation, ce qu'il décrit dans les thèmes d'une aspiration à la négativité, au néant, opérant même une analogie entre l'image et le cadavre. Il dit ceci, Blanchot: il se pourrait que l'étrangeté cadavérique fût aussi celle de l'image. Alors que devient l'idée forte de la trace, de cette idée d'un imaginaire qui déréalise et qui résonne d'échos que je trouve finalement très datés avec la négativité de blanchotienne dans la perspective de la médecine narrative? Eh bien, je dirais que la résonance est de l'ordre du contrepoint, et même de l'exact contrepoint, avec ce que vise l'écriture du désastre. Vous savez que Blanchot n'a pas écrit que l'espace littéraire, mais aussi l'écriture du désastre, à savoir, et c'est une citation de Blanchot, que ce qui s'écrit résonne dans le silence, le faisant résonner longtemps avant de retourner à la paix immobile où veille encore l'énigme. Magnifique formulation, mais qui vraiment à l'encontre, on peut dire, d'un atelier de médecine narrative. En atteste le fait que l'atelier de médecine narrative soit une écriture en collectif, sollicitant non seulement une écriture ensemble, à partir d'un inducteur commun, alors pour moi souvent littéraire, mais il peut être aussi de l'ordre de l'image ou encore de la musique. Donc non seulement il y a cette écriture ensemble à partir d'un inducteur commun, mais aussi il y a ensuite un partage des textes produits et un partage vivant, d'abord dans la vibration de la voix, lecture à haute voix du texte, une lecture qui va mobiliser des émotions, et puis dans la dynamique qui est vraiment stimulée par l'animateur, qui n'est pas forcément facile à obtenir d'ailleurs, des remarques partagées par l'ensemble du groupe sur le texte qui a été offert à l'auditoire. Voilà, je vous ai décrit rapidement ce fameux protocole qui correspond en fait à un protocole classique d'atelier d'écriture créative. Et c'est là vraiment que se joue le travail du texte. Souvent on demande, dans un atelier de médecine narrative, y a-t-il le travail véritablement du texte? Mais on peut dire oui, c'est un travail du texte en atelier, mais ça n'est pas strictement un travail par des phases de réécriture en plusieurs jets quand il s'agit de médecine narrative, mais plutôt donc du partage à haute voix et sans doute d'une méditation collective, donc à haute voix, de l'acuité d'une expression. C'est ça
que l'on va essayer de jauger ensemble, collectivement, dans l'atelier. Donc, si on fait le point avec Blanchot, c'est une écriture qui ne vise absolument pas l'horizon d'une immobilité extatique, sidérée, mais c'est au contraire une pratique dialogique qui supporte et même qui favorise le brouillon, l'inachevé, le désordonné, bref, le vivant. Et où la littérature se déporte, là encore, puisque la littérature, du coup, elle devient vraiment fondamentalement relationnelle. Donc j'en trouve la description précise dans Une femme sur le fil d'Olivia Rosenthal. Alors on peut dire c'est un recueil de pensées en fragments, peut-être des aphorismes, mais je ne suis pas sûre que ce soit strictement des aphorismes, en tout cas des pensées en fragments numérotés par Olivia Rosenthal. Et donc ce recueil vient de paraître, vous voyez, dans une couverture absolument intéressante, hein, une couverture d'un bleu céruléen, donc on est aussi peut-être face à une mer de nuages, mais non, il n'y a pas de nuages tout d'un coup, et qui représente donc une acrobate, peut-être une fille de ferriste, en équilibre, à fond perdu sur le ciel. Donc un espèce de contrepoint. Regardons la citation de trois de ces fragments. 26. On a beau affirmer que le langage et la littérature qui s'en nourrit n'ont d'autre but qu'eux-mêmes, et il n'y a rien qui vaille dans l'exercice littéraire, s'il n'y a pas au fond de toute phrase et de sa tension propre une volonté de s'adresser. Vous avez remarqué, ce n'est pas la tension du récit, c'est la tension carrément à l'échelle de la phrase. Numéro 27. Réussir à produire une phrase qu'on adresse à la fois à soi-même et à un autre exige beaucoup de travail. Revenir sur ce terme de travail, mais on l'a déjà un peu évalué, un travail de méditation. Numéro 28, briser des murs avec une phrase. Pourquoi faire, si ce n'est pour aller rejoindre quelqu'un de l'autre côté? J'en arrive à ma conclusion. Donc on a superposé les trois fables, trois niveaux de fables, myologique, métronymique, paréidolique. Alors qu'est-ce qu'on a fait en superposant ces trois niveaux de fables et qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien tout d'abord on trouve l'amour des mots quand même, l'amour des mots rares, des mots techniques, des mots précis. Je me suis un peu amusée, vous avez entendu ça avec ces trois mots-là, mais précis en fait, dans leur périmètre référentiel et évocateurs dans les imaginaires qu'ils mobilisent, dans les images qu'ils mobilisent. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans les mots de la bouche du corps médical, des mots techniques, des mots rares, des mots précis, on est d'accord, et tels que Maëlys de Kerangal, vous le savez, les met en scène et les met aussi en tension narrative dans Réparer les vivants, et quelque part en déconstruit les usages. Alors, nous avons fait ça, mais nous avons également fait se joindre la définition du pathologique chez Canguilhem et l'appréhension toujours à préciser d'une dimension thérapeutique de la littérature. Ça ne va pas de soi, hein, sa lecture attentive, sa pratique dans la mise en texte de l'expérience. En disant donc que la médecine narrative oblige à la fois à définir l'objet de la médecine sous l'angle du care et l'objet de la littérature en la configurant comme profondément relationnelle. Alors, les textes produits en atelier de médecine narrative le font distinctement. Ils le font par le faire, par le poième des gestes de mise en texte. Et on pourrait en faire la liste de ces gestes qui sont mobilisés dans un atelier. Nommer, aiguiser sa perception, enquêter sur l'expérience, donner forme, donner à comprendre, émouvoir, etc. La liste n'est pas close et justement chaque atelier est là pour la prolonger, cette liste des gestes à investir. Le récit sollicité, accompagné, construit en dialogue dans l'espace de l'atelier de médecine narrative, oblige donc, c'était le propos de ma présentation, à définir dans un même élan le soin médical et le prendre soin des humanités littéraires, dans le même élan. Et il le fait par la pratique,
sur la base de ce que l'on peut encore identifier comme étant une base de philosophie profondément pragmatiste et liée en fait à la théorie de l'enquête de John Dewey. Il le fait aussi en trouvant dans le cadre pragmatique déployé donc par Rita Charon certains constats de la philosophie de Canguilhem. Je vous cite pour le plaisir une dernière citation de Canguilhem. L'homme malade qui se confie à la conscience plus encore qu'à la science de son médecin n'est pas seulement un problème physiologique à résoudre, il est surtout une détresse à secourir. Encore faut-il, évidemment, et ça c'est Rita Charon qui le dit, travailler ensemble pour mettre en place un système de soins de santé équitable, humain, efficace. C'est l'horizon qu'elle nous donne en fait, en explicitant la manière dont elle envisage la diffusion de son modèle, des principes et de la pratique de la médecine narrative. Elle précise d'ailleurs tout ce qui manque à la médecine aujourd'hui en humilité, en responsabilité, en empathie, en individualisation, peut être apporté par un entraînement narratif intense. La performativité de ces fables, qui sont des fables très contemporaines en fait, des temps meurtris d'aujourd'hui, est de les prendre vraiment à la lettre. C'est-à-dire, j'espère l'avoir montré, de les sortir du confinement d'un espace littéraire clos sur lui-même et de les faire œuvrer ensemble. Et on ne le fait jamais mieux que sous la plume de participants des ateliers d'écriture, c'est-à-dire tous les scripteurs lambda, sans restriction de catégorie, donc pas uniquement les médecins. Et cette performativité du récit par la construction de dispositifs pour faire écrire, c'est selon moi l'engagement le plus efficient pour que chacun se reconnaisse et se reconnaisse à son juste niveau, pas non plus mélanger tous les degrés d'expertise, mais que chacun se reconnaisse comme en fait acteur du soin par l'écriture. Voilà, je vous ai mis une petite bibliographie des références que j'ai convoquées pour cette présentation. Merci beaucoup.